Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, je vais te parler de mon nouvel appareil photo. Du moins, je devrais dire le nouvel appareil photo de ma fille adorée Sky. Alors ça fait du bien de faire une vidéo qui n'est ni une revue photo, ni les résultats d'un concours. J'adore ces exercices, mais de temps en temps, ça fait du bien de changer de sujet. Alors, quitte à changer de sujet, eh bien, parlons matériel photo. Je sais que pour certains, le matériel photo, c'est une religion. À la limite, on se demanderait presque d'ailleurs s'ils préfèrent pas faire l'acquisition et parler de matériel photo plutôt que de prendre des photos avec ce même matériel. Mais bon, bref, c'est un sujet pour une autre conversation. En tout cas, aujourd'hui, je vais te parler donc de ce nouvel appareil. Alors non seulement c'est un nouvel appareil dans le sens où je viens de le recevoir enfin il y a à peine 5 jours, mais en plus de ça, il vient de sortir. Il s'agit du Canon R7. Alors, qu'est-ce que c'est le Canon R7? Eh bien, Canon, il y a quelques années, a commencé une nouvelle série de mirrorless qui a pour but en fait de remplacer les DSLR. Et c'est cette série R qui a commencé d'ailleurs avec le premier appareil qui était le R, ensuite le RP, ensuite a sorti le R5, le R6, le R3 qui est sorti il n'y a pas si longtemps, et enfin le R7. Alors, c'est vrai que avec tout ce qui se passe dans le monde, les livraisons d'appareils photo, eh bien ça met du temps, et en plus de ça, vivant en Écosse, je subis la saloperie de Brexit qui ralentit en plus les choses. Je sais bien qu'en France, il y a certaines personnes qui ont le R7 depuis plusieurs semaines. Moi, je t'avouerai que je viens juste de l'avoir et je suis le premier en Écosse à l'avoir, cet appareil-là. Alors, contrairement aux autres appareils dont je t'ai parlé, le R, RP, R5, R6 et R3, eh bien celui-ci c'est un APS-C, les autres sont des pleins formats. Alors la question se pose, c'est pourquoi j'ai décidé d'acheter un APS-C. C'est vrai qu'après tout, j'utilise un plein format depuis le 5D Mark II, donc aux alentours de 2011-2012. Donc pourquoi utiliser, ou du moins pourquoi investir là-dedans? Eh bien en fait pour deux raisons. La première, sans ordre particulier. La première, ça va être pour ma fille. Il y a quelques années de ça, elle a toujours eu un appareil photo, et au fur et à mesure, ça a évolué dans le temps. Et puis, en 2018-2019, pour son anniversaire, je lui ai acheté cet appareil photo. C'est le M3 de chez Canon, qui est pas mal en soi. Je t'avouerai que je prends aucun plaisir à faire des photos avec cet appareil-là. Je préfère à la limite utiliser mon iPhone. Mais bon, bref, ça a servi et c'était pratique pour lui mettre le pied à l'étrier. Cela dit, c'est vrai que la même année, si c'est en 2019, la même année, ceux qui ont participé au concours, non pas au concours, au stage en Camargue, ont sûrement vu ma fille utiliser un 5D Mark IV et un 70-200 2.8. Je suis sûr que ça devait être la seule gamine de 8 ans à utiliser de tels matos. Mais bon, bref, dans la vie de tous les jours, c'est cet appareil-là qu'elle utilisait. Alors je me suis dit, eh bien celui-là, il fait vieux. Tiens, il y a cet appareil-là, il n'est pas si cher que ça, il est dans les budgets, pourquoi pas l'acheter? D'autant plus que moi, ça m'intéressait. Alors, pourquoi ça m'intéressait? Ça m'intéressait parce que c'est vrai que je ne fais pas énormément de photos animalières. Je ne sors pas tous les jours faire de la photo animalière, mais ça me prend au fur et à mesure des époques. Ça avait commencé avant le R5, hein, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée du R5 et puis sa faculté à automatiquement faire la mise au point en détectant l'œil de l'animal, etc., c'est vrai que ça a changé absolument tout. Et ça a changé beaucoup de choses d'ailleurs, même en ce qui concerne les portraits, etc., et mon approche même de la photo en général. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne ce style de photo, la photo animalière, j'ai toujours trouvé ça dans la pratique, hein, non pas dans le fait de regarder les photos au final, mais dans la pratique, j'ai toujours trouvé ça très fastidieux. Ça avait tendance à m'énerver. Avec le R5, ça a facilité énormément les choses et là, j'ai commencé à vraiment apprendre du plaisir. Ce qui m'énervait, c'était l'histoire de mise au point, matériel à avoir, etc. Et le R5 a vraiment mis, à rapprocher ce type de photo vers moi. Et donc, au début, c'est vrai que j'avais le Tamron 150-600 G2. Quand j'ai eu le R5, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la traque animale. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir. Le lien s'affiche ici. Et après, il y a un an de ça, j'ai vendu le 150-600 et puis j'ai acheté le 100-500 RF. Qui va jusqu'à 500 au lieu de 600, mais bon, au niveau de la qualité optique, elle est beaucoup mieux, et puis la mise au point, beaucoup mieux également. Donc bref, je commençais à investir là-dedans. Et une chose qu'on se rend très vite compte quand on fait de l'animalier, c'est que quel que soit le matériel qu'on a, à la limite, on n'est jamais assez près de son sujet. Alors il y a des sujets que l'on peut
dont on peut s'approcher et d'autres qu'on ne peut pas. Et donc c'est vrai que ben, pouvoir avoir un objectif qui permet de se rapprocher virtuellement de son sujet, c'est quand même très pratique. La problématique, c'est que, eh bien, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que en Écosse, là où je suis, et sur le terrain sur lequel j'évolue, eh bien, il est hors de question que je me trimballe avec un 600 mm f4. Voilà, 600 mm f4, très bien, de très bonne qualité. On pourrait rajouter un doubleur derrière. Ça va, on va s'en sortir encore au niveau du diaphragme. Ça va pas être trop embêtant. Mais c'est simplement que c'est encombrant, c'est lourd et c'est vraiment pas possible d'emporter ça dans les collines écossaises. Non merci. Ensuite, on a d'autres objectifs, tels que le 600, le 800 mm f11 RF de chez Canon. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le voir. Très bonne qualité ces objectifs, pour leurs tarifs, ils sont en dessous de 1000 €. Mais c'est vrai que le f11, eh bien, ça peut poser problème si on a envie de faire des photos en petit matin ou en fin de journée ou même sous les bois. Donc voilà, c'est un inconvénient à ce niveau-là. C'est vrai que pour ma part, ce que j'ai été amené à utiliser, même avec le 100-500 au mois d'octobre dernier, quand j'avais été faire des photos du Bram, du cerf dans les Highlands, eh bien, il y a à plusieurs reprises, j'ai activé le mode crop du R5 pour pouvoir voir mon sujet un petit peu mieux, parce qu'ils sont quand même très très éloignés et ils nous voient arriver de loin. Alors le mode crop, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement une fonctionnalité qu'on a sur le R5, qu'on a sur le R6, je crois qu'on l'a sur le R et le RP. Ça permet en fin de compte d'utiliser des objectifs APS-C et de ne pas subir le vignettage que l'on a sur le côté. Et donc il suffit d'activer cette fonction-là et hop, on gagne aussi ce grossissement quand on utilise un objectif plein format. Et donc du coup, j'ai gagné 1,6 fois de rapprochement, de grossissement. Donc ça, c'est pas mal. Surtout qu'avec le R5, on est à 45 mégapixels. Quand on active cette fonctionnalité-là, on se retrouve aux alentours de 18 mégapixels. Alors que quand on est avec un R6, là, ça pose problème parce qu'avec un R6, si on active ça, on se retrouve à 9 mégapixels. Et là, ça devient très très délicat, on a perdu beaucoup d'informations. Donc c'était pas mal en soi, mais bon, je me suis dit, tiens, si un jour je pouvais avoir un APS-C avec la même qualité de mise au point, et puis mirrorless, mais mise au point aussi que le R5, que la taille soit confortable, etc., ça m'intéresserait. Figure-toi, c'est exactement ce qui s'est passé avec le R7 en fin de compte. Quand ils l'ont annoncé et que j'ai vu le poids, bon, le poids était 100 grammes de moins que le R5, mais moi, ce qui m'importait, c'était l'ergonomie. Et c'est vrai que la prise en main ici, elle est extrêmement proche du R5. J'irais même jusqu'à dire que c'est la même que celle du R6. Quand je teste le R5 et le R6, ça m'est arrivé de le faire avec les yeux bandés, etc. Et puis on me les a mélangés. J'ai pu reconnaître quel était le R5 et le R6. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Là, n'ayant pas le R6 à côté de moi, j'ai pas pu faire le test, mais c'est vrai que bon, ça me paraît très proche du R5 et donc très proche du R6 et ça, j'aime ça. J'ai une bonne prise avec les doigts, c'est très pratique. Ensuite, bon, au niveau des boutons, ça a changé effectivement par rapport au R5, par rapport au R6. Il y a des choses qui me posent pas trop de problèmes et puis il y a d'autres choses qui me posent quand même un problème. Et j'ai un chapitre à la fin de cette vidéo où je te parlerai justement de toutes les choses que je n'aime pas. Mais par exemple, ils ont mis une molette ici. Ils ont décidé de rejoindre la molette avec un joystick qu'on a là. Généralement, la molette, on a en bas ici. Bon, je te dirai ce que je pense de cette molette à cet endroit-là. L'écran, il tourne pareil que le R5, le R6, aucun souci à ce niveau-là. Il n'a pas la même résolution que le R5 et le R6, il est moindre. Mais il est quand même très bien, j'ai pas à me plaindre là-dessus. En ce qui concerne l'œilleton, ce n'est pas non plus la même résolution, ni du R6 ni du R5, bien entendu. Je dis bien entendu parce que le R6 et le R5 ne sont pas équivalents en ce qui concerne la résolution. Ils sont équivalents en ce qui concerne le rafraîchissement. On peut paramétrer ces deux appareils avec un rafraîchissement à 120 images à la seconde, ce qui permet d'avoir une fluidité très intéressante dans l'œilleton. On peut effectivement avoir 120 images à la seconde de rafraîchissement sur le R7. La problématique quand même, c'est que dès qu'on commence à faire la mise au point, donc si tu es en train de suivre l'animal comme ça, eh bien tu descends et tu tombes à 60 images la seconde. Dans la grande partie, en fonction, enfin, ça dépend de ce que tu photographies, mais si tu photographies des choses qui ne sont pas en pleine action, etc., c'est pas trop grave.
c'est pas grave d'ailleurs. Mais si tu photographies des décollages d'oiseaux, etc., des mouvements assez brusques et tout, et qu'il faut que tu te dépêches, ça, là, c'est là que ça devient un petit peu compliqué, parce que des fois, tu peux avoir l'impression que l'image tremble un peu. On a l'impression au départ que la stabilisation, enfin, ne fonctionne pas aussi bien. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est pas la stabilisation, c'est uniquement le rafraîchissement de l'image. Mais c'est quand même très utilisable. En ce qui concerne la stabilisation, eh bien c'est la même chose que pour le R5 et le R6. Il y a une stabilisation à intégrer dans l'appareil. D'ailleurs, en parlant de cette stabilisation, il y a un nouveau bouton, ou du moins une nouvelle molette qu'ils ont mis sur le R7 qui se situe ici. Ici, tu remarques, c'est le fameux petit bouton qui permet de prévisualiser la profondeur de champ. Eh bien, ils ont rajouté le même bouton que l'on a sur les Nikon. Ça permet de d'activer ou de désactiver la mise au point automatique. Donc, tu passes en manuel. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils se sont dit, c'est pas un appareil les plus chers, et du coup, on peut l'utiliser avec des objectifs qui seraient pas chers, tels que celui qui vient en kit avec cet appareil-là. On a le choix entre deux objectifs, hein, le RF-S, qui indique en fait que c'est un objectif fait pour les APS-C, donc le RF-S 15-35, ou bien le RF-S 18-135, c'est celui que j'ai choisi pour ma fille. Je dis pour ma fille parce que je ne vais pas l'utiliser personnellement. D'ailleurs, petite info intéressante, c'est que c'est la première fois que je vois un objectif où la monture est plus large que la sortie. Voilà, j'ai jamais vu ça jusqu'à présent. Mais bon, voilà. Et bref, sur cet objectif-là, il n'y a pas de bouton. Donc, tu ne peux pas activer, désactiver la mise au point manuelle. Et donc, du coup, plutôt que d'aller dans les menus, eh bien, Canon a décidé de utiliser ce bouton et de rajouter une molette en dessous. Bon, je te dirais, ça ne me dérange pas en soi qu'il soit là, mais bon, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré dire que pour ceux qui ont des objectifs pas chers, ils peuvent se contenter des menus. Et au lieu de nous mettre cette fonctionnalité-là, eh bien, nous rajouter un autre bouton, j'aurais apprécié d'autant plus. Voilà. Ensuite, quoi dire d'autre? Cet appareil fait des photos, certes, on est à 32 mégapixels, mais il fait aussi de la vidéo 4K. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai publiée, qui était les résultats du concours photo du mois de juin, je l'ai filmée avec le R7, je l'avais marqué. Et honnêtement, la qualité est absolument superbe, rien à se plaindre à ce niveau-là. Je l'ai même enregistré, alors j'aurais pu l'enregistrer directement dans l'appareil, puisque ce R7, en fait, n'a plus, et ça c'est une nouvelle hein, chez Canon, c'est le premier appareil à ne pas avoir la restriction des 30 minutes d'enregistrement vidéo. Donc ça, c'est assez intéressant pour tous ceux qui aiment faire de la vidéo avec un DSLR. Même si c'est un mirrorless. Mais je n'ai pas enregistré effectivement la vidéo directement dedans. J'ai utilisé mon Atomos Ninja 5 parce que je trouve ça beaucoup plus pratique ensuite pour prendre le disque et puis l'éditer sur l'ordinateur. Donc voilà, au niveau des cartes qu'on utilise avec cet appareil, eh bien c'est deux ports ici, deux ports pour le carte SD. Et justement, on parlera des cartes SD dans un moment. Donc voilà en gros ce que l'on peut dire de ce R7. Alors, une chose dont on peut parler, ça va être les histoires de rapidité. Parce que quand il a été annoncé, ne serait-ce que par son nom, le R7, beaucoup se sont dit, tiens, c'est en fin de compte le successeur du 7D Mark II. 7D Mark II, c'est la deuxième version du 7D. Le 7D était ce premier APS-C qui, en fin de compte, avait des performances haut de gamme et qui a trouvé beaucoup de photographes dans le sport et dans l'animalier choisir cet appareil-là parce qu'il avait des vitesses de prise de vue en rafale assez intéressantes et plein de fonctionnalités, etc. Et donc, du coup, c'était le haut de gamme de la PSC. Et donc, quand ils ont annoncé le R7, eh bien, beaucoup se sont dit, tiens, c'est le remplaçant. Et donc, on s'attend à avoir comment ça s'appelle, du haut de gamme dans l'appareil. Alors, on l'a en quelque sorte, le haut de gamme, dans la mise au point, par exemple. La mise au point automatique, qui est la même que celle qu'on a sur le R5, le R6,
même si elle est un peu plus héritée en fait, en fin de compte, du R3. Pourquoi je dis ça? Parce que entre le R5, R6 et R3, ce qui a changé, c'est une petite fonctionnalité qui en fait n'en est pas vraiment une en soi. C'est une petite notion qui est différente. Avec le R5 et le R6, on pouvait avoir la mise au point automatique, c'est-à-dire sans appuyer sur le moindre bouton. Automatiquement, en fonction de ce qu'il voyait devant, il essayait de se faire la mise au point sur ce qu'il trouvait le plus contrasté devant. Ça, c'était avec le R5 et le R6. Avec le R3, ils ont créé en fin de compte une fonctionnalité qui est la détection automatique du sujet. Alors la différence entre le R5, le R6 et cette fonctionnalité-là, c'est que tu auras précisé si ton sujet c'est une personne, si c'est un animal ou si c'est une voiture, enfin automobile ou moto. Et à partir du moment où tu as sélectionné ton sujet, en fin de compte, préciser le type de sujet que tu vas photographier et que tu actives cette détection du sujet automatique, automatiquement il va chercher ce sujet-là dans ta scène et il va se coller dessus. Alors, en théorie, ça a de l'idée, ça peut être pas mal. Dans la pratique, ça marche pas très bien quand même. Et donc, je préfère personnellement aller positionner mon curseur vers l'endroit où se trouve mon sujet ou préciser à la limite une zone. Et alors, c'est pas pour rien que je te parle de préciser une zone, parce que effectivement, tu connais sûrement sur ton appareil, tu as la possibilité de préciser la taille du collimateur, donc un petit, un peu plus grand, et puis ensuite une croix, et puis 9 points, et puis un peu plus grand, la totalité. Eh bien, avec le R3, Canon a sorti 3 zones flexibles, la 1, la 2, la 3, et tu peux préciser en fin de compte un emplacement, une zone si tu veux, sur ton capteur, dans laquelle eh bien, l'ordinateur, l'appareil va essayer de trouver le sujet. Et donc c'est pas si mal que ça si tu as par exemple une scène où tu sais que tout ton sujet il va être en haut et il y a beau avoir des choses contrastées en bas, mais ça ne va jamais être ton sujet. Et à ce moment-là, tu focalises entre guillemets les points, la recherche du sujet en haut. Donc ça peut être intéressant et je trouve que ces zones-là fonctionnent mieux en fait que cette idée de automatiquement trouver ton sujet, parce que dans la réalité, eh ben, à moins de photographier des oiseaux sur un lac, et encore il faudrait qu'ils soient vraiment pas trop proches du bord, eh bien tu t'aperçois que très rapidement le contraste que tu pourras avoir dans les herbes derrière, dans les arbres, dans les branches, etc., eh bien l'appareil va avoir tendance à détecter des animaux où en fait il n'y en a pas. Voilà, c'est surtout vrai si tu as des petits animaux comme des oiseaux ou c'est plus vrai avec ça qu'avec par exemple un chevreuil en plein milieu d'un champ coupé. Donc voilà ce que je dirais au niveau de la mise au point. Elle a l'air d'être du même acabit que le R5, le R6. C'est vrai que dans les scénarios où j'étais, là, il avait tendance à sauter assez souvent. Hein, j'ai remarqué, peut-être quand même un petit peu plus que le R5, le R6. Quand je dis sauter, c'est-à-dire qu'il est sur le sujet et puis il va passer juste à côté, détecter un autre œil, enfin ce qu'il considère comme étant un œil, et alors que c'est pas le cas. On le voit un petit peu là sur la vidéo là, qui s'affiche, là tu le vois, on passe de cet oiseau et puis d'un seul coup, boum, derrière, on revient l'oiseau, etc. Donc des fois, c'est assez ennuyeux. On peut essayer de contrecarrer ça en allant en essayant de rendre en fin de compte la track beaucoup plus collée et éviter de s'éparpiller. Donc il y a une fonctionnalité comme ça dans le menu où on peut le mettre. Mais en fait, bon, on ne va pas trop se plaindre parce que c'est quand même des sujets assez compliqués, hein, les petits oiseaux que je capture dans les branches, au sol, etc. Avec les herbes, ils sont tellement petits, donc c'est pas si évident que ça de les trouver. Donc ça, c'est pour la mise au point, pareil en gros que ce qu'on avait jusqu'à présent, donc je suis content d'avoir cette fonctionnalité-là. On pourrait se poser la question, c'est un appareil qui a APS-C, donc un petit capteur, et qui a 32 mégapixels. 32 mégapixels, ça fait quand même beaucoup de mégapixels mis ensemble, voilà. Et donc, qui dit ça, on se dit, tiens, pas beaucoup de place pour les pixels, qu'est-ce que ça va donner au niveau du bruit? Comment ça va comparer avec le R5? Comment ça va comparer avec le R6? Eh bien là, j'ai pas fait une comparaison scientifique en studio, etc. Non, j'ai simplement pris les photos à l'extérieur. D'ailleurs, les photos que je vais te montrer là, elles sont disponibles sur l'article blog qui accompagne cette vidéo. Comme d'habitude, tu as le lien dans la description et puis tu l'as aussi en haut s'il me reste de l'espace pour pouvoir le mettre. Et bref, regardons ce que ça donne dans Lightroom. D'ailleurs, les fichiers en question, ils sont en DNG tout simplement pour pouvoir les partager avec toi. Et puis c'est vrai que j'ai tendance toujours à convertir mes fichiers en DNG. Mais sache que les fichiers RAW, donc le CR3 du R7, sont
compatible avec Lightroom. Il n'y a absolument aucun souci à ce niveau-là. Ces photos-là, d'ailleurs, je les ai faites en Sero. J'avais fait une vidéo, hein, la différence entre le RAW et le Sero. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller voir le lien qui s'affiche. Mais j'ai fait toutes les photos en Sero parce qu'il y a un avantage à les faire. Et on en parlera un peu plus tout à l'heure quand on parlera des performances du nombre d'images à la seconde et puis les cartes mémoire. Il y a un avantage à utiliser le Sero puisque c'est un fichier qui est plus réduit et donc du coup il prend moins d'espace et du coup on peut l'écrire plus rapidement sur les cartes, etc. Donc voilà les photos. Alors bon, j'ai pas fait tous les ISO, je suis pas monté non plus très haut, et quand je suis monté, c'était le plus haut, c'était à 10 000, et j'étais dans un scénario, alors je peux te le montrer à 10 000, hein. Hop, on va afficher la barre, ici par exemple, si on regarde, on va commencer à 1000, allez, on va commencer petit à petit à 1000, qu'est-ce que ça donne? C'est vrai que je crois que j'ai pas fait beaucoup d'images en dessous de 1000. Je crois que j'ai dû descendre à 800, mais pas beaucoup en dessous parce que je suis parti de bonne heure au lever du jour. Et donc, c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup de lumière. Mais bon, là, on se retrouve quand même avec ISO 1000. Et honnêtement, c'est très propre. Regarde, là, c'est à 100%. Là, on est à 200. Voilà, c'est quand même très propre. C'est vrai que l'animal n'était pas si loin que ça de moi, mais je suis quand même à 500 mm hein, ici. Et donc, une fois passé pour nettoyer nettoyer ça dans Topaz, voilà ce que ça donne. Alors, regarde, hop, quand on compare, alors ce que je vais faire, parce que j'avais recadré, je vais redéplacer comme ceci. Et là, tu peux voir donc le nettoyage. Moi, ce qui m'importe, c'est pas est-ce que le fichier RAW a beaucoup de bruit en soi, c'est aussi quelle est la qualité de ce bruit et est-ce que je vais pouvoir le gérer correctement après coup. À partir du moment où j'ai un outil qui fonctionne très bien, et c'est le cas de Denoise, avec que ce soit Denoise AI ou bien Sharpen AI, et d'ailleurs il va y avoir, petite info, il va y avoir une nouvelle version d'un logiciel que Topaz va sortir, je crois au mois de septembre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En gros, ils mettent tout ça dans un, donc ça pourrait être assez intéressant. Il faut savoir d'ailleurs une chose en parlant de Denoise, que d'ailleurs si tu ne sais pas ce qu'est Denoise, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans, il y a un lien d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu cliques dessus, tu vas télécharger la version d'essai et vois ce que ça donne. Il est possible, aussi bien que Sharpen que Denoise, d'ouvrir directement le fichier RAW dans cet outil-là pour faire un traitement du bruit. Des fois, on obtient des meilleurs résultats si vraiment il y a beaucoup de bruit que de passer de Lightroom ou d'un autre logiciel vers Topaz après. Faut savoir une chose, c'est que pour l'instant, les produits de Topaz ne supportent pas le fichier RAW du R7. Voilà, donc à savoir quand même. Bon bref, là j'avais créé j'étais dans Lightroom, je suis passé de Lightroom vers Topaz, et donc quand je parle de Lightroom vers Topaz, il génère un TIFF, et donc on travaille sur le TIFF, et là il n'y a pas de souci. Donc là tu vois, c'est quand même très propre tout ça. Là, voilà. Ensuite, d'autres photos. On est à 1600. 1600, est-ce qu'il y avait des choses intéressantes ici? Alors oui, il y avait une chose intéressante quand même sur cette série-là. Je te le montre, là, tu as un petit encart là, de la vidéo que j'ai faite, où je voulais te montrer comment ça fonctionnait la capture, avec cet oiseau-là. Alors tu vas le voir ici, je vais prendre celle-ci. Cette image-là, elle a été prise avec un ISO en mode auto. Et alors j'étais assez étonné parce que le mode auto, je trouvais très lumineux. Je crois qu'il était aux alentours de plus un tiers d'arrêt, mais ça paraissait très lumineux. Et je me suis dit, je me demande vraiment si le coup, va être cramé. Alors quand on le regarde, oui, on se dirait, ouais, il est peut-être cramé en fin de compte. La bonne nouvelle, c'est que quand on est dans Lightroom, regarde, à peine je déplace le curseur, tu vas t'apercevoir que je cache ça, tu vas t'apercevoir qu'en fait on récupère les informations. Alors ça ne veut pas dire que j'appliquerai les hautes lumières comme ça sur toute l'image, mais localement ça veut dire quand même on peut récupérer des détails, tu vois, dans les plumes. Et encore une fois, je suis à 200%. Voilà. Donc ça, c'était la bonne nouvelle qui m'avait surpris au départ au niveau des ISO, et je me suis dit, je vais peut-être pas utiliser ISO en mode auto s'il me fait les cramer comme ça. Surtout qu'il y a, bon, je sais bien que c'est en fonction de la zone, et j'étais en matriciel sur une moyenne globale de l'image, et c'est vrai que c'était relativement sombre derrière, mais bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse ça, surtout que j'avais mon curseur de mise au point sur l'animal lui-même, et pourtant, bon, voilà.
Donc c'est pas cramé quand même. Donc ça c'était une bonne chose. Sinon à part ça c'est très propre. Hein. Là regarde, hop, on est là, on est donc à 1600. Tu vois, là on est à 100%. C'est très très propre tout ça. Ensuite on continue, on est à 2000. Alors à 2000, bon c'est aussi propre là, il n'y a rien de particulier. Voilà, 2000. Je crois qu'il y avait une herbe en plus en plein devant, donc c'est pas la plus nette possible. 2005, pareil, hein, regarde ici, c'est très net, bonne texture, etc. Le bruit est très très propre, c'est très généreux, très gérable. 3200. Alors 3200, eh bien si on regarde celui-ci, alors c'est vrai que cette photo, je crois que c'est peut-être la première que j'ai prise ce matin-là. Et d'ailleurs, quand on regarde l'heure, tu vois, je l'ai prise à 6h48, 58, donc presque 7 heures, donc au moment où ça se levait. Et ça reste quand même lumineux. Et c'est vrai qu'on associe toujours le bruit avec les ISO, etc. Mais bon, il faut savoir quand même hein, que les ISO ne sont pas responsables en soi de ce type de bruit. C'est plus un manque de lumière. C'est simplement qu'effectivement, quand on n'a pas beaucoup de lumière, eh bien, on va augmenter les ISO. Donc on se dit, tiens, c'est parce qu'on a augmenté les ISO qu'on a du bruit. Non, c'est simplement parce qu'on sous-expose l'image. Si on était à prendre une photo à midi, en plein midi, quand je dis à midi, en plein midi, je parle du sud de la France, par exemple, où il y a beaucoup de lumière, et on monte les ISO à 8000 ISO, et que, parce qu'on a fermé le diaphragme comme il faut, etc., bah, tu regardes ton image, tu vas avoir très très peu de bruit dans ton image, et pourtant tu es à 8000 ISO. Donc c'est vraiment une question de volume de lumière, en fait, qui rentre. Et donc là, eh bien, on a beau être à 3200, c'est très très propre tout ça. Regarde, si on passe à 2000... J'ai quand même de la texture dans les plumes ici, pas de souci. Le grain que l'on a, il est léger, etc. Ça donne quoi une fois dans un traité? Eh bien voilà, regarde, on a encore la texture ici, c'est tout à fait acceptable. Ensuite, et puis même là, par exemple, on peut regarder ça, mais je te laisserai regarder par toi-même hein, les fichiers. Tu peux faire du pixel peep, tu peux rentrer à ce que tu veux, tu peux gérer le bruit de la façon dont tu veux pour voir comment ça gère ça. Ensuite, 4000, rien de particulier. 6004. Ah oui, alors 6004. Tiens, regarde. Si on regarde ce corbeau, pareil, hein, regarde, 6004, le bruit, il est propre. Là, je suis à 200, mais regarde, à 100. Il est très fin, il est fin, il est très gérable. Quand je dis gérable, c'est parce qu'il n'y a pas trop de bruit de couleur. Et donc, du coup, ça va être très facile à gérer après coup. L'image est bien bonne, hein, parce que regarde, les plumes ici, on le voit bien correctement, les détails dans les plumes et autres. Le bec, ici, on voit qu'on va avoir du détail. Et bien pareil, une fois qu'on passe dans... alors, je vais le faire comme ça. Quand on passe dans Denoise, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Regarde, on a les... Alors, je vais les recaler l'un pour mieux voir. Voilà, comme ça. Je vais me faire une synchro. Et tu vois qu'on a les détails. Et encore une fois, je suis à 200%. Quand on se déplace, regarde le plumage ici. C'est vraiment, vraiment très bien. Donc, très gérable. Et pourtant, on est à 6400. Ensuite, 10 000, là ça vaut pas grand chose parce que je suis pas sûr de la mise au point non plus. Et puis on est dans une scène qui est quand même très lumineuse, mais regarde, voilà, 10 000, très gérable, très gérable. Et sur l'oiseau, on voit quand même les détails des ailes, même si c'est pas une photo que je garderai en soi. Alors ça, c'est pour, en fin de compte, les ISO. Comment ça se compare par rapport au R5, au R6? À aucun moment, j'ai eu l'impression de me dire, tiens, si j'avais le R5, j'aurais eu des meilleurs résultats. Si j'avais le R6, j'aurais eu un meilleur résultat au niveau des ISO. Non, à aucun moment en regardant ces images. Donc, je suis satisfait des ISO que l'on a avec cet appareil-là, à partir du moment où on a une exposition correcte. Voilà, c'est toujours pareil. Si on sous-expose, eh ben à ce moment-là, on va avoir des soucis après coup. Il y a des choses aussi qui sont quand même intéressantes sur cet appareil-là qu'on n'a pas ailleurs. Par exemple, on a... alors non, je pense à une chose là qui me vient en tête, que l'on a d'ailleurs sur le R5, le R6. C'est le bracketing de la mise au point.
J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet-là. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le faire. Le lien s'affiche ici. Et donc, je t'avais montré comment on pouvait faire effectivement du bracketing de mise au point. Ça peut être utile pour faire, par exemple, de l'empilement, du focus stacking, comme on dit. Mais le R5, le R6 ont cette fonctionnalité-là, mais il ne fait pas le stack, c'est-à-dire ne fait pas l'empilement. Il te fait toutes les photos dont tu as besoin, et après, tu vas sur l'ordinateur, comme je t'ai montré dans la vidéo, et tu vas faire ton empilement toi-même. Sur le R7, c'est exactement la même chose, sauf que là, ils ont fait l'empilement. Seulement l'empilement, eh bien, c'est un JPEG que tu obtiens. Voilà. Et non pas un fichier RAW. Est-ce que c'est dommage? Oui, c'est dommage. Alors, je serais curieux de savoir s'il existe. Il y a beaucoup d'appareils qui proposent le bracketing de mise au point. Je sais qu'il existe. Alors, je ne suis pas sûr si c'est Fuji qui fait ça, Fuji ou Pentax. Il y en a un qui propose non seulement le bracketing, mais également l'empilage, l'empilement de ces fichiers-là, et je crois que c'est même en RAW. Donc, si tu connais de quel appareil il s'agit, mets-le dans un commentaire, s'il te plaît. Voilà. Mais en tout cas, celui-là, c'est du JPEG. Est-ce que ça va être utile? Je ne suis pas sûr que ce soit si utile que ça de l'avoir en JPEG. Sauf si effectivement tu es dans un scénario où tu as envie de prendre une photo vite fait et au moins tu l'as et tu n'as pas envie de passer ton temps à la travailler après. C'est toujours pareil. Les JPEG sur ces appareils-là sont absolument superbes. Il n'y a aucun souci. Le traitement de l'image, il est vraiment très bien fait. Tout dépend en fin de compte de ce que tu veux faire après. Si tu es quelqu'un qui aime éditer tes photos, etc., après, tu auras plus de latitude avec un fichier de type RAW plutôt qu'un fichier JPEG. Mais si tu utilises du JPEG, eh bien, je ne vais pas te juger. Et à ce moment-là, cette fonctionnalité, le fait qu'il fasse l'empilement pour toi, eh bien, ça sera sûrement une bonne chose. Donc ça, c'est une petite amélioration par rapport au R5 et au R6. Alors, il existe une fonctionnalité qui est nouvelle dans le R7. Et cette fonctionnalité, ça s'appelle le mode Rafale RAW. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, c'est quelque chose que l'on peut activer dans les menus, pardon. Moi, personnellement, j'y l'ai mis non seulement dans le menu personnalisé, mais j'ai aussi paramétré le bouton ici, le bouton ISO, pour que quand je clique dessus, il active cette fonctionnalité. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, c'est une fonctionnalité qui va faire deux choses. Qui va, faire en sorte que ton appareil va utiliser l'obturateur entièrement électronique. Ensuite, deuxième chose, il va passer en mode rafale le plus élevé, le plus haut, le H+. Et ce qui va permettre de prendre des photos jusqu'à 30 images la seconde. Voilà. Donc, au lieu d'aller paramétrer l'un et ensuite l'autre, eh bien là, tu actives ça, il te fait les deux en même temps. Donc, en soi, on pourrait dire que c'est un gain de temps, mais c'est pas tant ça, vraiment, la beauté de cette fonctionnalité. Si je te disais que grâce à cette fonctionnalité, tu peux faire des images, tu peux prendre des photos avant même d'avoir appuyé sur le bouton pour prendre ta photo. Magie? Pas tant que ça. C'est-à-dire que si c'est nouveau sur cet appareil-là, par exemple, sur ma GoPro Hero 9, eh bien, sur la GoPro, j'ai une fonctionnalité qui permet, en fait, quand je vais appuyer sur le bouton pour dire, maintenant, enregistre, eh bien, il va déjà avoir enregistré, je ne me rappelle plus si c'est 5 ou 20 secondes, ou 30 secondes, qu'il aura déjà enregistré avant même que j'ai appuyé. Ce qui permet, en fin de compte, de capturer des choses, d'éviter de rater, en fin de compte, une action. Voilà à quoi sert cette fonctionnalité. Et donc, maintenant, on la trouve sur le R7. Et ça va être très pratique parce que quand tu as, par exemple, le décollage d'un oiseau, surtout un petit oiseau, eh bien, ça va très rapidement. Et si tu as l'habitude de le faire, tu ne seras pas étonné de m'entendre dire qu'il y a un décalage entre, ou du moins un temps qui s'écoule, qui peut paraître quand même relativement lent, entre le moment où notre œil perçoit l'action, le cerveau détecte que « Ah, c'est maintenant qu'il faut que j'appuie », tu appuies et ensuite la prise se fait. Et très souvent, tu rentres chez toi et tu te retrouves que l'image que tu pensais avoir capturée au moment du décollage, eh bien en fin de compte, non, soit il est déjà parti ou il est trop tard dans le mouvement du décollage. Donc, pour éviter ça, eh bien on peut utiliser cette fonctionnalité-là. Alors,
c'est assez intéressant parce que tu la vois là qui s'affiche sur le côté. Quand on active ça en allant dans le menu, tu le trouves dans le menu principal de Drive, c'est dans le chapitre 5 ou chapitre 6. Tu l'actives et ensuite tu vas voir que sur l'écran tu as une barre verticale. Cette barre verticale représente en fin de compte ton buffer. Ton buffer, tu sais, c'est l'endroit où va s'enregistrer les images à peine tu les prends avant d'être vidé sur la carte mémoire. Et du coup, tu vois physiquement l'état, en fin de compte, de remplissage de ton buffer. Et pour utiliser cette fonctionnalité, donc de prise avant même d'avoir appuyé, il va falloir que tu appuies ton bouton de déclencheur ici à moitié. Alors, si tu as laissé l'appareil fonctionnant par défaut, c'est-à-dire que tu appuies à moitié, là il fait la mise au point, et tu continues d'appuyer plus fort jusqu'au bout, et là tu prends enfin la photo, eh bien très bien, tu as juste ça à appuyer à moitié, tu vois le buffer qui monte, là tu le vois, il grandit, et puis quand tu es prêt au moment du décollage, tu appuies et tu fais ta photo, tu restes appuyé, et tu vas voir le buffer qui monte jusqu'en haut, Et après, il va falloir que tu attendes que le buffer se vide. Si tu es comme moi et que tu utilises par exemple un des boutons à l'arrière pour faire la mise au point, c'est-à-dire que tu as dissocié la mise au point de la prise de la photo, et bien à ce moment-là, tu restes appuyé, par exemple avec ton pouce, tu restes appuyé sur AF On par exemple, là tu es en train de faire la mise au point en continu, parce que tu es sur ton oiseau, tu attends, voilà, et puis avec ton index, tu appuies à moitié pour remplir ce buffer, et ensuite, quand il décolle, tu restes appuyé jusqu'à ce que ton buffer se remplisse. Et là, après, au bout d'un moment, tu vas voir que tu ne captes plus rien parce que ton buffer, il est plein. Alors, combien d'images il va capturer avant même que tu appuies sur le déclencheur? Eh bien, en fait, il va capturer jusqu'à une demi-seconde. Alors, on pourrait se dire, mais une demi-seconde, c'est rien. Oui, mais attends, on est en H+, et on est en pure électronique. Donc ça veut dire que normalement on a 30 images secondes. Donc une demi-seconde, ça veut dire qu'on a 16 images. Et tu vas t'apercevoir que des fois, ces 16 images, elles vont nous sauver. Alors, je vais te montrer justement sur l'ordinateur comment on récupère ces images-là. Parce que la façon dont Canon s'y est pris, ils n'ont pas généré les fichiers RAW comme les autres. En fait, ils ont créé un conteneur dans lequel, une sorte de pellicule, si tu veux, dans lequel ils ont mis les fichiers RAW. Parce qu'il s'agit bien de fichiers RAW et non pas de JPEG. On pourrait s'attendre à du JPEG. Non, non, c'est bien du fichier RAW. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ces fichiers-là, ces conteneurs, ils ont mis comme extension CR3, mais ce n'est en aucun cas un fichier RAW. Voilà, c'est vraiment une sorte de zip, si tu veux, qui contient un RAW. Et ce qui fait que, en fait, dans Lightroom, dans Lightroom et les autres programmes, tu ne pourras jamais ouvrir ce fichier-là. Et je dis jamais parce que je me base sur mon expérience. Chez Canon, il y a une fonctionnalité qui existe, qui est le Dual Pixel AF. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité, quand tu l'actives, il va faire plusieurs prises de vue, un peu comme du bracketing de mise au point, si tu veux. Et ce qui fait qu'après, tu peux, en post-production, régler si jamais tu avais eu la mise au point qui était un petit peu off, tu peux essayer de récupérer. J'avais fait des tests, j'avais jamais trouvé ça vraiment exceptionnel, surtout que bon, tu doublais, je crois, la taille de ton fichier RAW lui-même, et donc du coup, je l'ai jamais vraiment, j'ai jamais utilisé. Donc c'est un peu le même système, si tu veux, dans l'esprit, c'est-à-dire que tu avais ce fichier-là et que tu ne pouvais pas ouvrir dans Lightroom, ou si tu pouvais l'ouvrir, non, je crois que tu pouvais même pas l'ouvrir. Il faut que tu utilises le programme de chez Canon qui est DPP, donc Digital Professional Photography ou Photo 4. Voilà, c'est la dernière version. Et une fois que tu es là-dedans, tu peux ensuite ouvrir tout ça. Donc, je vais te le montrer. D'ailleurs, ce répertoire-là, il est là. Si je l'affiche dans le Finder, tu t'aperçois que j'ai 20 fichiers. Comme tu vois, c'est bien des CR3. Seulement, quand je les sélectionne, regarde la taille. 956 mégas, 711, et puis ça va même plus loin, 1 giga. 1 giga 620 mégas. Tu vois, tu n'as jamais de fichier RAW de cette taille-là. Bref, ce répertoire-là, si j'essaie de faire une synchronisation dans Lightroom, tu vas voir, il me détecte bien qu'il y avait un fichier. Quand je fais synchroniser, il me met qu'il n'a pas pu importer ces 20 fichiers. Voilà. Donc, on va aller dans DPP4. Et là, donc, on est dans ce répertoire. Et dans ce répertoire, on va regarder cette image, par exemple, celle-ci. Quand je double-clique dessus, elle va s'ouvrir.
s'il veut bien s'afficher, hein, DPP4. C'est vrai que, voilà, il est un petit peu lent quand même. Ce que l'on voit, c'est que j'avais l'oiseau sur le tronc d'arbre, et au moment où je l'ai vu qu'il allait décoller, j'ai appuyé dessus. Et j'ai utilisé donc cette fonctionnalité. Mais tu remarqueras que l'image que tu vois là, c'est l'image qui a été capturée au moment où j'ai appuyé dessus. Et après, j'ai fait une rafale, hein, mais la première image que j'ai capturée, c'est ça. Et tu vois déjà que l'oiseau, il est déjà hors champ, il est déjà parti. Ça veut dire que cette image-là, eh bien, si j'étais rentré à la maison avec un autre appareil, avec le R5 par exemple, ou même le R3, eh bien, j'aurais jamais pu avoir la moindre image. Alors, du coup, comment on fait? Eh bien, on va fermer ça, et puis on peut aller. Déjà, on va savoir qu'il s'agit d'une pellicule de fichier RAW, parce que tu as ici cette icône-là qui représente en fait une rafale, et dedans tu vois le R. Voilà. Alors, pour l'ouvrir, il suffit d'aller dans Outils ou dans Tool, et puis de lancer l'outil, de démarrer l'outil pour la rafale RAW. Et c'est Alt ou Option et la lettre B. Et donc, on se retrouve sur cette image-là. Alors, au niveau de l'interface, qu'est-ce qu'on a? En gros, en bas à gauche, ici, si on clique là-dessus, on va passer en plein écran. On peut changer comment ça s'appelle, le niveau de zoom. Tu remarqueras aussi que c'est quand même très, très lent à afficher la bonne résolution de l'image. Voilà. Parce qu'il doit aller chercher dans le fichier, extraire le fichier, le lire, etc. Donc, c'est très, très lent quand même à faire. Ensuite, on continue, on trouve une barre de timeline, une barre de temps ici qui va représenter en fin de compte toutes les images que l'on a capturées durant cette rafale. Sur la droite, on trouve deux boutons ici. Le bouton qui est sur la droite, tu remarqueras, en fait, il a deux marqueurs et puis on pointe vers une autre pellicule. En fait, on va être capable de spécifier une plage dans toutes ces photos qui ont été capturées. En total, il y en a eu 19 là. On pourrait spécifier une plage et de dire, eh bien, tu m'exportes ça, tu m'extrais cette plage-là dans une autre pellicule, si tu veux, de RAW. Personnellement, j'espère qu'ils vont améliorer les choses et faire en sorte que, moi ça ne m'intéresse pas d'extraire une plage pour faire une autre pellicule. Ce qui m'intéresserait, c'est d'exporter plus une plage, mais d'exporter individuellement les images. Parce que ce que l'on peut faire, c'est spécifier, aller sur une image. En l'occurrence, on est sur la 16e image sur les 19. Et je peux cliquer sur ce bouton-là en bas à droite, là. Et là, il va m'extraire cette image-là en tant que fichier RAW à l'emplacement que je souhaite. Mais je ne suis obligé de le faire qu'une image à la fois. Et ça, c'est vraiment embêtant. Alors, tu remarqueras effectivement que là, il y a un petit drapeau. Et le drapeau, il indique la position sur laquelle on se trouve. Et en l'occurrence, je suis donc sur la 16e photo. Pourquoi? Je t'ai dit qu'on était en mode rafale le plus rapide, c'est-à-dire à 30 images secondes. À 30 images secondes, si le buffer a pu capter une demi-seconde avant que j'ai appuyé, ça veut dire en gros la moitié, donc 15 photos. Donc il y a 15 photos qui ont été capturées par le buffer avant que j'ai appuyé, et quand j'ai appuyé, j'en étais à la 16e image. Alors quand on se déplace sur la ligne là, eh bien on va voir effectivement que là, tout est perdu, hein. L'oiseau il est bien en dehors, rien à faire. Mais quand je vais dans l'autre sens, eh bien petit à petit, l'oiseau, eh bien on voit qu'il réapparaît. Alors par exemple, là, je vais pas... parce que ça prend du temps à générer, je vais aller directement sur celle qui m'intéresse, voilà, sur celle-ci. Et on va attendre quelques secondes parce que ça va vraiment prendre du temps. Tu vas voir. Et voilà. Voilà la photo que j'aurais aimé avoir pu capturer dès le départ en appuyant sur ce bouton-là. Mais ça n'a pas été possible. En l'occurrence, il existe 10 images entre celle-ci et l'image que j'ai capturée. 10. C'est quand même assez impressionnant. Donc, la possibilité de récupérer cette image. Et là, eh bien, il me suffit de cliquer là-dessus. Là, je choisis l'emplacement. Je l'ai déjà fait, je vais donc fermer. Et on va aller dans Lightroom. Et c'est dans ce répertoire-là. La photo en question, eh bien, elle est là. Voilà la photo obtenue. J'ai absolument rien fait. C'est le RAW tel qu'il a été capté. Et tu vois, c'est quand même pas mal du tout. On a des détails dans l'herbe, dans les herbes, certes, mais sous les ailes, etc. Alors, j'ai décidé de travailler dessus pour essayer de voir ce que ça pouvait donner. Je l'ai recadré, je suis passé dans Denoise, etc. Et j'ai obtenu ça. Et je dois dire que je suis très content de cette photo. Là, on est à 200%. Hein. Si j'étais à 100%, voilà ce que l'on obtient. J'aurais pu passer dans un programme, j'aurais pu même utiliser l'amélioration dans Lightroom pour agrandir cette image à 2 fois sa taille. Je l'ai pas fait là, mais voilà. Donc, je suis très très content de cette photo parce que ça serait quand même dommage de ne pas avoir pu prendre cette photo parce que je l'avais loupée.
Ensuite, d'autres exemples comme ça, eh bien, voici une photo que j'ai pu capturer, que je n'aurais pas pu capturer. Toutes les photos que je vais te montrer là, c'est des photos que j'aurais pas pu capturer. Elles ont été récupérées dans ce fameux buffer. Là, ça donne quoi une fois nettoyé? Bah, voilà, ça donne ça. Et cette photo-là, elle a été prise à 2500 ISO. Voilà une autre photo aussi qui est sympa. Et une fois nettoyée, ça donne ça. Alors, la fameuse question, est-ce que les 30 images secondes, c'est utilisable avec ce capteur électronique et avec cet obturateur pardon, entièrement électronique et avec un capteur qui n'est pas rétroéclairé, qui est relativement lent pour enregistrer l'information? Eh bien, la preuve en est, c'est que c'est quand même pas mal du tout ce résultat-là. J'aurais peut-être... Alors, d'où est-ce que ça vient le flou dans les ailes? Est-ce que les 3200, c'était pas assez rapide? Peut-être que effectivement, j'aurais pu monter à 3006, peut-être, ou voire même 5000, et à ce moment-là, j'étais à un 6 millième de seconde, et est-ce que j'aurais figé? Je ne sais pas. Ça fait que 5 jours que j'ai cet appareil, je suis sorti 2-3 fois, c'est tout. Ça va demander plusieurs semaines, etc. pour essayer de voir tout ça, mais déjà, ce que je vois là, moi, ça, je trouve ça très, très, très sympa. Voilà une autre photo, tu vois, et qu'il est quand même très loin, cet oiseau. Eh bien, une fois recadré et nettoyé, voilà ce qu'on obtient. Je trouve que c'est quand même pas mal du tout, voilà. Donc, voilà cette fonctionnalité. Je t'avouerai que j'adore cette fonctionnalité, je trouve ça amusant. On ne va pas l'utiliser à toutes les sauces, mais ça peut être très, très, très sympa. Tu revois là, par exemple, des extraits au fur et à mesure que je te parle. Je te montre des extraits du héron, etc. Donc, il y a des choses amusantes à faire avec ça. Quand on veut obtenir des bonnes rapidités, des bons taux d'images secondes, eh bien, on va d'abord travailler sur le type d'obturateur. En fait, on a 3 options. La première, c'est d'être entièrement mécanique, comme un DSLR. Donc, on a un rideau mécanique. Hein. On le voit d'ailleurs sur le rideau mécanique. On le voit ici à l'intérieur. Tu vois qu'il est fermé. Je te conseille de le laisser fermé. D'ailleurs, quand ton appareil est éteint, tu as une option pour dire est-ce que tu le veux ouvert ou fermé. Laisse-le fermé, ça protégera. Ça évitera que quelque chose vienne toucher ton capteur. Et puis, ça évitera la poussière également. Alors, je t'avouerai qu'il y a un truc que je ne suis pas fan sur la monture RF, c'est le positionnement pour mettre les capuchons avant ou arrière. Voilà. Avant, sur l'autre système des EF, eh bien, tu le plaçais, tu le tournais, si tu loupais le premier, pof, tu chopais le deuxième. Là, c'est pas le cas, il faut vraiment être pile sur l'embouchure. C'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. Bref. Donc, je t'ai dit l'obturateur entièrement mécanique. Ensuite, tu as la possibilité d'avoir en fait le premier rideau électronique, c'est-à-dire en fait que ton rideau il est ouvert, et puis quand tu vas prendre la photo, eh bien c'est uniquement la fin de l'exposition qui va se faire avec le rideau mécanique. Voilà. Et donc, tu peux avoir des performances un peu plus intéressantes que entièrement mécanique. Ensuite, le troisième mode, c'est en fait tout électronique. Alors, tout électronique, ça veut simplement dire que c'est le capteur qui capte, qui décide de capter, qui l'arrête. Voilà. Et ton rideau est toujours ouvert. Alors pareil, ça va te permettre d'obtenir des temps de prise beaucoup plus élevés, tels que les 30 images à la seconde. Alors bien sûr, ça c'est le mode d'obturateur, mais à ça, il faut aussi le combiner avec le mode rafale. Et sur le R7, eh bien, on a 3 modes rafale. On a la basse rafale, ensuite on a la haute rafale, et ensuite la haute rafale plus, qui est en fait la plus rapide. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les différents les specs que donne Canon et ce qu'ils annoncent avec les 30 images secondes, avec les 15 images secondes et les 5 images secondes quand on est en basse, eh ben, c'est pas tout à fait ça, en fait, ce que j'ai pu reproduire. Et je ne te parle pas de reproduire ça sur le terrain, je parle de reproduire ça ici en studio, dans un environnement constant et je te montrerai justement ce que j'ai obtenu. J'ai fait plusieurs essais, j'ai passé plusieurs heures à faire des essais, etc. pour essayer de comparer. La raison pour laquelle j'ai fait cet exercice de comparaison,
c'est non pas parce que j'ai besoin absolument d'avoir les 30 images secondes ou les 15 images secondes. C'est pas tant ça. C'est vrai que, c'est intéressant de savoir si effectivement tu peux facilement obtenir les rendements que t'annonce le fabricant. Moi, personnellement, les rafales très élevées ne m'intéressent pas plus que ça, sauf dans un cas particulier, mais ne m'intéressent pas plus que ça parce que ça ne m'intéresse pas de photographier des oiseaux en plein vol, par exemple. Donc, c'est généralement, j'ai un sujet qui peut être amené à bouger, mais ça va être soit au décollage de l'oiseau, ou bien ça va être plus ou moins à l'arrêt, ou qui ne va pas bouger beaucoup. C'est le type de photo que j'apprécie. Et puis je t'avouerai que de faire de la photo à la rafale, j'ai jamais été très fan parce que tu fais des photos, certes c'est facile d'appuyer sur un bouton, le problème c'est quand tu rentres chez toi et que tu as 3000 photos à trier, et puis tu as très peu de différence entre les unes et les autres, c'est assez galère. Donc j'essaie d'éviter un maximum les rafales très élevées. Même pour le portrait et le mariage, j'utilise jamais les hautes rafales. Il n'y a que 2 moments dans la journée où effectivement je vais utiliser le mode rafale, et encore ça va être la basse rafale dans la majorité des cas. Alors, en ce qui concerne le R7, il y avait un autre point, parce qu'effectivement, quand on dit 30 images secondes, c'est énorme, c'est super, mais il faut savoir une chose, c'est que les 30 images secondes, eh bien, ce que tu vas obtenir va être nettement influencé par le type de capteur que tu as. Le R7, en fait, ils ont construit un capteur qui est basé sur le capteur du 90D, qui est un bon capteur, mais c'est pas un capteur de dernière génération tel que le capteur qu'on a sur le R5, le R6 et encore moins celui qu'on a sur le R3. Le R3 est différent du R5 et du R6 et il a une faculté de pouvoir enregistrer les informations captées extrêmement rapidement. Et ça a de l'importance parce que si on est amené à faire des rafales rapides, eh bien on a besoin que cette information, à peine elle est perçue par le capteur, elle soit enregistrée le plus rapidement possible. Sinon, on va avoir le même effet qui est connu dans le monde de la vidéo, c'est-à-dire le rolling shutter. Alors le rolling shutter, c'est quoi? Eh bien, d'abord, pourquoi on le trouve d'abord en vidéo? Pourquoi les vidéastes ont fait l'expérience de ça? Eh bien, tout simplement parce qu'en vidéo, on a tendance à être au moins à 23 ou 24 images secondes minimum. Donc ça fait beaucoup d'images qui s'affichent. Et en vidéo, on perçoit cet effet-là quand, par exemple, on aurait une vidéo et on filme une balustrade ou un grillage avec des poteaux, par exemple, relativement une grille, voilà. Et quand tu passes comme ça et que tu filmes, ce que tu vas avoir, c'est qu'en fait, le déplacement que tu fais, le nombre d'images à la seconde que tu captures, eh bien, et l'enregistrement qui se fait de cette information-là ne coïncident pas. Et donc, c'est beaucoup trop lent, l'enregistrement, et du coup, au lieu d'avoir tes barres de fer, de ta grille, bien droite, etc., elles vont être tordues. Et c'est ce qu'on appelle donc le rolling shutter. Et on a commencé à faire cette expérience-là avec le mirrorless principalement, on pouvait l'avoir avec le DSLR quand on est en live view, etc. On pouvait en faire l'expérience. Mais avec le mirrorless, ça commençait à apparaître, surtout quand on arrive à des vitesses à 20 images secondes, telles que, par exemple, je pensais au R3, mais je sais chez Nikon également, Sony, etc. Et donc, avec 30 images secondes, eh bien, on va subir ce problème-là. On va le subir quand on va faire une image en se déplaçant, en filant comme ça, non pas tant sur le sujet lui-même, parce que si on suit, eh bien, le sujet va rester le même, sauf pour un oiseau où effectivement il va avoir les ailes, et à ce moment-là, les ailes, eh bien, elles peuvent être un petit peu tordues, et donc des fois ça se voit pas, et puis d'autres fois, ça peut être un peu plus flagrant. Mais même si on reste statique, même si on est sur un trépied, ça peut effectivement quand même arriver sur le sujet. Donc un oiseau qui décolle, on ne bouge pas, mais l'oiseau lui-même, eh bien, les ailes vont se courber. Mais on peut l'avoir par exemple lors du sport. Si on essaie de photographier un joueur de golf, il va avoir son club, on se dit tiens, on va utiliser 30 images la seconde, on va pouvoir capter tout le déplacement du club, et bien en fait le club, il y a des chances qu'il va être complètement tordu durant le déplacement. On a cet effet là aussi sur les raquettes de tennis, sur les battes de baseball, les battes de cricket, et on a également ça sur les balles de tennis, les balles de baseball, les ballons de football aussi. Voilà, ça déforme parce que l'information n'est pas enregistrée assez rapidement pour réussir à figer en soi l'information à ce taux de 30 images secondes. Donc c'est vrai
vrai que beaucoup de gens ont dit, bah ah ouais, mais en fin de compte, on est super déçus parce que on n'a pas un capteur rétroéclairé comme le R3. Donc du coup, les 30 images secondes, c'est complètement inutile. Tu as des fonctionnalités, tout ne fonctionne pas à 100% comme tu aimerais, mais il faut faire avec. Voilà. Je dirais, si on pourrait faire, non pas un amalgame, mais on pourrait faire une corrélation entre les 30 secondes, les 30 images secondes de cet appareil-là, avec le nouveau nombre complètement farfelu de 195 images secondes, je crois, que l'on peut avoir avec le R3. Et à ce moment-là, il faut bien comprendre dans quel cas on obtient ce taux de rafale. Et puis, on peut même aller un peu plus loin. On peut penser, par exemple, au 8K du R5 en ce qui concerne la vidéo. Ça fonctionne très bien, les 8K du R5, surtout que maintenant, avec les firmware, on n'a plus trop le problème du réchauffement. Mais le 8K du R5, c'est pas parce que l'appareil peut le faire qu'on va faire toutes nos vidéos en 8K. Non, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne ferait pas de vidéos en 8K. Mais par contre, quelqu'un qui a fait un film, il a besoin de mettre une caméra à l'intérieur d'un cockpit, il n'a pas beaucoup d'espace pour une caméra 8K, eh bien il peut utiliser effectivement un R5 pour enregistrer les 30 secondes de la scène sans aucun souci, ça fonctionne très bien. Eh bien là c'est pareil, en fonction de ce que tu vas photographier, tu peux utiliser les 30 images secondes, c'est utilisable. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, tu vas peut-être pas choisir d'utiliser une vitesse comme ça, tu vas peut-être rester à 15 images secondes, et je t'avouerai que 15 images secondes, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. Alors, ces rafales-là, cette vitesse d'écriture, etc., c'est bien beau, mais après se poser une question. Les cartes mémoire. Sur les cartes mémoire, eh bien, je t'ai dit que c'était 2 cartes SD qu'il y avait sur cet appareil, contrairement par exemple au R5. Le R5, c'est une carte CF Express et une carte SD. Sur le R6, c'est 2 cartes SD comme sur le R7. Et une question se pose, c'est est-ce que j'allais utiliser les mêmes cartes que j'ai pour les mêmes cartes SD que j'ai pour le R5? Eh bien, je pourrais. Seulement, c'est vrai que bon, j'aime avoir des cartes spécifiques pour tel ou tel appareil. Et donc, du coup, c'est du moins de me dire que j'ai pas à prendre un appareil pour les mettre dans l'autre, etc. Voilà, c'est surtout ça que ça veut dire. Et une question se posait, est-ce que j'avais besoin de la même capacité? Parce que les cartes que j'ai pour le R5, j'ai 3 cartes au total. J'ai 2 cartes SD qui sont des Sony TUF de 256 Go et j'ai la carte CF Express qui coûte très cher à 256 Go aussi. 256 Go, ça me va très bien pour ce que je fais, pour les mariages, etc. J'arrive jamais à excéder tout ça, mais c'était un jour au cas où je pars en déplacement, etc. Là, je pars dans une semaine, je pars donc en France pour faire toute cette série de stages. Je vais prendre plein de photos, surtout je pense à la Camargue, où ça va être de la rafale avec la Camargue. Donc beaucoup de photos à capturer, etc. Plusieurs milliers de photos. Et donc les 256, ça va être quand même assez pratique. Surtout que ça me sert, j'utilise les cartes mémoire aussi en tant que disque dur. C'est-à-dire que quand je fais les photos, quand je rentre à la maison, je copie ces photos-là. Mais c'est vrai que j'aime bien les garder le plus longtemps possible sur les cartes mémoire. On ne sait jamais au cas où. Voilà. Bon, la question se posait, c'était est-ce que j'avais besoin d'avoir 256 gigas? La réponse est non. Pour ce type de photo que je vais faire là, avec cet appareil-là, je n'ai pas besoin de 256 Go. Ma fille, j'ai pas forcément envie qu'elle mette 256 Go de photos qu'elle ne va jamais éditer. Je préfère qu'elle ait moins de place et la forcer à aller devant l'ordinateur et à travailler sur les photos. Et donc, du coup, j'ai décidé de passer à 128. 64, c'est un petit peu court. Donc, surtout avec ces histoires de rafale. Donc, 128, c'est une bonne taille. Après, se pose la question de la vitesse. La carte SD que j'ai pour le R5, eh bien c'est une 256 Go, certes, mais c'est une V60. Alors V60, ça veut dire quoi? V60, c'est simplement une certification comme quoi la vitesse minimale d'écriture sur cette carte-là doit être au minimum 60 mégaoctets par seconde. Voilà ce que ça veut dire. En réalité, la vitesse que annonce Sony sur cette carte, elle est de 150 mégaoctets à la seconde. 150 mégaoctets, c'est quand même pas mal du tout. Et je me suis dit, est-ce que j'avais intérêt à prendre le modèle au-dessus? Donc le modèle au-dessus, non pas en tant que capacité, mais en vitesse d'écriture. Le modèle au-dessus, c'est le V90. Le V90, en fait, c'est un peu la même logique que pour le V60, c'est-à-dire que la certification de vitesse d'écriture doit garantir, en fin de compte, que c'est un minimum de 90 mégaoctets par seconde. Et en l'occurrence, chez Sony, eh bien, de Sony TUF, la 128 Go V90, elle est 299
mégaoctets secondes. En gros, on va dire 150. Donc, ça veut dire qu'elle est 2 fois plus rapide que la V60. Seulement, il y a une chose à savoir, c'est que ce n'est pas le même tarif. Voilà. La 128 Go en V60, elle vaut 86 livres, ce qui est le même tarif sur Amazon.fr, j'ai vu 86 euros. Mais la V90 à 128 Go, là, eh bien, il faut rajouter 100 euros de plus, 186 livres, 186 euros. Donc, une question se pose. Est-ce qu'on a un avantage à utiliser une V90 plutôt qu'une V60? Et là, je ne te parle pas dans le monde de la vidéo, je te parle uniquement dans le monde de la photo. Dans une utilisation à rafale, est-ce qu'il va y avoir un intérêt? Alors justement, j'ai décidé de faire des tests. Et pour faire des tests, eh bien, il faut savoir une chose, c'est quand il s'agit de tester la vitesse d'écriture, le nombre d'images obtenues, etc., le nombre d'images par seconde, eh bien, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. L'état de ton buffer au moment où tu prends la photo, la batterie peut avoir une incidence dessus, bien sûr les modes sur lesquels tu te trouves, la carte mémoire que tu vas utiliser, aussi bien le sujet que tu vas photographier, c'est-à-dire à quel point tu vas avoir un certain volume d'informations qui va être enregistré dans son image. Je t'invite à faire le test. Par exemple, tu laisses le couvercle sur ton appareil, tu fais une photo, donc ta photo va être toute noire, tu retires le capuchon, tu le pointes vers la lumière, tu fais la même photo, tu vas t'apercevoir que tu vas avoir plus de données, ton fichier va être plus gros. Donc c'est important de faire un test, non pas dans le noir, mais avoir assez d'informations dedans, et puis avoir des paramètres qui correspondent plus ou moins à ce que tu vas utiliser dans tous les jours. Donc pour faire mon test, eh bien j'ai décidé avoir un ISO assez élevé. J'étais à l'intérieur ici, je suis monté à ISO 1000, je suis ouvert au maximum, j'ai mis le f2.8, l'objectif que j'avais, f2.8, et puis pour obtenir ça, je suis arrivé à une vitesse de 1/40 de seconde. 1/40 de seconde, c'est pas un souci, parce qu'un 40e de seconde, c'est déjà plus rapide que le 1/30 de seconde, ou du moins les 30 images secondes, c'est plus rapide que ça. Donc du coup, ça pose pas de souci. Et donc ça me permettait aussi donc de faire ce test-là. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de brancher sur secteur l'appareil. Et ainsi, je n'étais pas sous l'influence de l'utilisation de la batterie. Et du coup, j'ai fait plein de tests. Et regardons ça ensemble. Ce que tu vas voir là, tu vas pouvoir trouver sur l'article blog et retrouver tous les détails. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai ce tableau. Sur ce tableau-là, on va trouver en fin de compte, le tableau du haut, on va trouver différents types de mode rafale. Donc basse rafale, haute rafale, haute rafale plus. Ensuite, le type d'obturateur qu'on va utiliser, donc mécanique, premier rideau, électronique ou bien entièrement électronique, et ensuite l'autre donnée qui est le type de carte, donc soit une V60, soit une V90. Bref, quand on regarde déjà en basse rafale, à 3 images secondes, tu t'aperçois qu'il n'y a aucune différence, que je sois avec un V60 ou un V90, que je sois en mécanique ou premier rideau ou bien entièrement électronique, j'arrive à l'infini. Alors quand je veux dire à l'infini, je ne suis pas resté indéfiniment là-dessus pour monter jusqu'à 1000 photos, hein, parce que 1000 photos à 3 images secondes, je vais passer du temps à appuyer. Donc non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré qu'à un bout d'un moment, eh bien, il y en avait assez. Et généralement, eh bien, ça tombait toujours aux alentours de 150, 200, et des fois, je suis même monté à 400 images en fonction dans quel scénario je me trouvais. Et j'ai fait le test à peu près 5 fois à chaque fois pour voir s'il y avait un changement. Et ce que tu obtiens, ben, c'est vraiment une moyenne. Donc là, une moyenne à l'infini, sans aucun souci. Et tu peux voir qu'on soit en RAW, c'est-à-dire à 32 mégapixels, ou en CRAW, qui est aussi 32 mégapixels, mais compressé, eh bien, tout ça, c'est équivalent. Alors ça commence à changer quand on passe en haute rafale, parce que là, on est censé être soit à 10 images secondes, ou soit à 15 images secondes, je ne sais plus ce que dit Canon là-dessus. Mais regarde, déjà ce que tu peux remarquer, c'est qu'il va y avoir une différence. Quand on est en mécanique, regarde, on a une différence entre le RAW et le CRAW. Tu remarqueras que quand tu es en CRAW, eh bien encore à ce moment-là, tu peux être à l'infini en haute rafale et en mécanique. Après, si tu utilises en RAW, eh bien effectivement, on est limité, mais tu vois que la V90, déjà, elle est à l'infini. Alors que si tu es en V60, eh bien, tu es à 58. Là, tu vois la moyenne d'images secondes. Eh bien, pour le RAW, j'étais à 6 images secondes. Le CRAW, j'étais entre 5 et 6 images secondes. C'est toujours des moyennes. Et donc, voilà, il faut prendre ça comme c'est.
Ensuite, si on continue avec le premier rideau, eh bien, tu vas t'apercevoir qu'on va plus rapide. Là, on est à 7 images secondes. Mais encore une fois, tu remarques que quand on est avec le V90, eh bien, on arrive à être à l'infini en haute rafale à 7 images secondes. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Et puis, je t'avouerai que même en étant à 168 images secondes de limitation avec la V60, les 168 images, il faut le faire quand même. Donc, c'est quand même assez rapide. Et ensuite, enfin, quand on arrive en toute électronique, eh bien là, tu t'aperçois qu'effectivement, c'est normal que le chiffre diminue et on commence à avoir donc un problème de buffer avec même avec la carte en V90, puisqu'on se retrouve à avoir une limitation de 74 images à 9 images secondes. Et tu vois que j'ai marqué étouffé plus 109. C'est parce qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que tu sens que le buffer est arrivé au bout, mais il le vide quand même très rapidement. Et donc du coup il te laisse prendre d'autres photos mais t'es pas à 100% quand même, hein. Donc arrivé à 109 là j'ai trouvé que c'était il saturait trop, donc entre 74 et 109, voilà. À 74 c'est là que j'ai senti que le buffer avait été bloqué pour la première fois. Alors, qu'est-ce qu'il en advient de la haute rafale plus? Eh bien, là, tu t'aperçois que c'est pas si mal que ça en fin de compte, parce qu'on est à 12 images secondes quand on est par exemple avec le mécanique. Alors, mécanique, 12 images secondes, donc c'est très bien, 12 images secondes, et on a jusqu'à 71 images. C'est quand même pas mal du tout, 71 images. Même les 39 en fichier RAW, c'est pas mal du tout. Mais ce que tu remarqueras, c'est que, eh bien, il n'y a pas tant de différence que ça entre le V60 et le V90 à ce niveau-là. Alors qu'on avait beaucoup d'écart avec en RAW, en haute rafale. Là, tu t'aperçois qu'en C-RAW, ici, il n'y a plus beaucoup d'écart. Et même en RAW, ici, il n'y a plus beaucoup d'écart. Entre 39 et 44, c'est vraiment pas beaucoup. C'est parce que le nombre d'images à la seconde est tellement important qu'en fin de compte, eh bien, la différence entre les deux est relativement minime. Ensuite, on continue, on passe avec le premier rideau, et là, tu t'aperçois que le chiffre, eh bien, il varie pas tant que ça en soi, on reste sur les 71. C'est juste qu'effectivement, avec la V90 ici, eh bien, il a sacrément augmenté. On passe à 10 images à la seconde, et on a 119, qui est assez impressionnant à ce niveau-là. Je ne m'attendais pas à avoir une telle différence entre le mécanique ici et le premier rideau à cet endroit-là. Et ensuite, l'électronique. Là, alors le dernier, tu t'aperçois qu'on arrive bien à avoir, je dis bien à avoir les 30 images secondes, puisque là en haut, on est à 29 images secondes. Regarde le zéro. On est à 29 images secondes ici, 27 là, 28 pour les RAW, et tu vois que j'ai pu en capter 29, et quand il s'agit des RAW, quand il s'agit des C-RAW, j'arrive à aller jusqu'à 45 voire 47. Mais encore une fois, c'est pas beaucoup d'écart entre 45 et 47 et 29 ici. Le plus 28, c'est simplement parce qu'il est très difficile, quand tu as 29 images, c'est très difficile, quand on regarde la seconde au moment où il a été prise, j'ai pas réussi à prendre la photo pile à un moment donné où une minute commencerait, donc on serait à 0, et je pourrais ainsi voir si toutes les images sont dans la même seconde. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit plus de 28 images secondes. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que la carte, la différence qui est entre la V60 et la V90, elle va se voir effectivement quand on va être principalement dans le premier rideau électronique et qu'on va faire des photos même quand on est en RAW, on va avoir des différences, mais quand on est en C-RAW, c'est là vraiment qu'on va voir la différence. Alors ça, c'était pour la performance rafale habituelle, mais on a parlé aussi du mode rafale RAW. Et regarde ce qu'il y a dans ce tableau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon téléphone pour mesurer le temps. J'ai maintenu donc le bouton ici pour remplir le buffer, et ensuite j'ai appuyé jusqu'à ce que le buffer était rouge. Dès que le buffer est arrivé à rouge, j'ai lâché, et c'est là que j'ai enclenché le timer. Le timer, ensuite, je l'ai arrêté quand le buffer était vide. Et ça, j'ai fait 3 fois l'expérience pour la V60, 3 fois pour la V90. Et ce que l'on remarque quand même, c'est que si on faisait une moyenne, d'ailleurs je ne l'ai pas faite, mais on pourrait la faire. Ici, je vais la mettre là. On va faire insérer une formule et je vais faire une moyenne. Voilà, on est à 8,87. Et sur celle-là, hop, on refait la moyenne.
on est à 17 secondes 27. Voilà. Donc en gros, on peut dire que c'est du simple au double. Et donc c'est quand même pas négligeable en soi, parce que ça veut dire que eh bien, tu vas 2 fois plus vite, tu vas pouvoir faire d'autres photos 2 fois plus rapidement que si tu avais la V60 par exemple, au lieu d'attendre et que ça se vide. Et donc si tu as plusieurs actions qui se passent, eh bien c'est vrai qu'à force ça peut être assez embêtant d'attendre. On n'aime pas attendre, on le sait tous. Donc voilà, donc en fonction de ça, eh bien c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu vas choisir d'investir dans une V60 ou est-ce que tu veux vraiment avoir la V90? Personnellement, j'ai décidé après ce test de garder la V90 que j'ai acheté. Elle me convient très bien, même si bon, j'ai payé le prix fort à 186 euros. Voilà, donc ça c'était pour ça. Alors cette vidéo j'avais essayé de la faire plus courte, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'informations. Je vérifie que tout fonctionne bien, j'ai presque plus de batterie pour le micro. En conclusion, il y a quand même, avant la conclusion, il y a quand même des choses que je n'aime pas sur le R7, parce que tout n'est pas rose, bien entendu. Alors, je les ai notés pour ne pas les oublier. Ce qui me manque principalement, le plus gros point négatif, c'est qu'il n'y a pas la troisième molette. La troisième molette que j'ai sur le R5 qui me permet de régler les ISO comme ça directement. J'ai une molette pour la vitesse, une molette pour l'ouverture et une autre molette pour les ISO. Ici, il faut que tu appuies sur un bouton pour enclencher le panneau des ISO et ensuite tu bouges la rotule ici où tu te déplaces avec le curseur ou avec le doigt. Le fait d'être obligé d'appuyer sur le bouton pour pouvoir afficher la bande, ça a tendance à m'énerver. Voilà. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas du tout de bande et quitte à appuyer sur le bouton, certes, et en même temps, comme c'est le cas chez Nikon par exemple, d'appuyer et puis de déplacer. Ok, j'aurais fait avec, mais je t'avouerai que ça m'embête vraiment d'avoir ça. La question se pose, est-ce que je vais avoir tendance à rester en ISO auto? Je n'utilise jamais ISO auto. Avec le R5, j'utilise jamais, tout simplement parce que le fait d'avoir l'image avant même de l'avoir prise, de le voir dans le viewfinder, dans l'œilleton, ou bien sur l'écran à l'arrière, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux très facilement régler mes ISO, j'ai tendance à régler mon ouverture, régler ma vitesse. Eux, ils restent plus ou moins stables, et c'est les ISO avec lesquels je varie. Et donc là, c'est vrai que de ne pas pouvoir le faire, ça m'embête, et du coup, je vais utiliser ISO auto, je pense, souvent. La deuxième chose, pas de bouton spécifique pour la loupe. Alors, de quoi il s'agit? C'est simplement que sur le R5, on a un bouton, on appuie, ça permet de zoomer sur l'image qui s'affiche. Tu sais, quand tu fais la lecture. Et là, il n'y en a pas. Et donc, il faut utiliser le bouton qui est là. C'est le fameux bouton qui te permet de sélectionner les différents collimateurs que tu souhaites. La problématique, c'est que ce bouton-là, moi, sur le R5, je l'ai programmé pour faire autre chose. En l'occurrence, sur le R5, je l'ai programmé pour changer d'aspect ratio. Le 16 neuvième, le 2 par 3, le facteur de grossissement 1.6, etc. Si je fais ça, si je paramètre ça dans le R7, eh bien, je ne peux plus zoomer quand je suis en mode lecture. Si j'appuie là, il ne se passe rien. Voilà, donc j'appellerais ça presque un bug quand même chez Canon. Donc ça m'embête de ne pas avoir ce bouton-là. Du coup, je suis obligé de garder ce bouton-là qui permet de sélectionner les différents collimateurs. Or, c'est une fonctionnalité dont je n'ai absolument pas besoin. Rafraîchissement de l'œilleton. C'est vrai, comme je disais, le rafraîchissement de l'œilleton peut être réglé à 120 images secondes, mais dès qu'on est en mise au point, eh bien, on passe à 60 images secondes, enfin c'est 59,9. Ça peut paraître saccadé, tu le vois encore là qui s'affiche quand j'utilise le mode Rafale RAW, eh bien ça part dans tous les sens, ça va très vite au niveau de l'action, et c'est vrai que ça aide pas pour faire le suivi. Même pour les oiseaux en rafale, je t'avouerai que c'était pas très simple en soi. Ensuite, pas d'affichage noir. Dans le R5 et le R6, il y avait un firmware qui a été lancé l'année dernière qui permettait en fin de compte d'appuyer sur Info pour changer le type d'information qu'on a à la fin et on pouvait activer un mode noir. Donc on appuyait et là on avait l'écran noir. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Ça permet de cacher l'écran, ça permet d'économiser de la batterie et quand j'ai besoin de voir l'image, j'appuie sur Info et hop, je vois l'information. Et ça me va très bien. Là, on ne l'a pas. J'espère que ça viendra avec un firmware. Ensuite, un autre point. Pas possibilité de personnaliser le bouton de verrouillage. Sur le R5, c'est la même chose, on ne peut pas le paramétrer. Le bouton de verrouillage de l'appareil photo, je ne l'ai jamais utilisé. Excuse-moi, je continue à regarder, vérifier que j'ai un petit peu de batterie, ça clignote sur le son, donc j'essaie d'aller vite. Donc, comme on n'a pas beaucoup de boutons, enfin,
j'aimerais avoir davantage des boutons sur ça, eh bien qu'on nous permette au moins de paramétrer ce bouton de verrouillage là pour faire autre chose. Ça fait un bouton qui sert à rien et que je ne peux pas paramétrer. Donc ça c'est quand même ennuyant. Ensuite, je te parlais de ce bouton qu'il y a ici là, pour le MF et le AF. Eh bien, j'aurais préféré qu'ils ne nous mettent pas cette fonctionnalité-là et qu'ils nous permettent d'avoir un autre bouton, voilà, au lieu d'avoir dépensé de l'argent pour ça. Ensuite, je t'ai parlé de cette molette-là, qui nous ont mis à cet endroit-là avec le joystick. La problématique que ça pose, c'est que si tu regardes dans l'œilleton avec ton œil droit, pas de souci, parce que tu es comme ça avec l'œil droit, tu as de l'espace. Mais si tu le fais avec l'œil gauche, eh bien, je suis avec l'œil gauche, eh bien, je vais avoir mon doigt qui va me rentrer dans l'œil, celui-là. Si tu portes des lunettes, si tu as besoin de porter des lunettes pour faire tes photos, eh bien, ton doigt va toucher tes lunettes. Donc ça, Monsieur Canon qui a sorti cette molette-là, grave erreur. Voilà, grave erreur. Je pense pas qu'elle va perdurer. Voilà, je pense pas qu'elle va perdurer dans les autres modèles. Je pense que c'est du même acabit que ce qu'ils avaient fait sur le R, à nous mettre un curseur ici à la place d'un joystick. C'est absolument ridicule. Voilà, on n'avait pas besoin de ça. Les trois molettes, ça marchait très très bien. C'est ce qu'on avait sur le 5D Mark IV, sur le 5D Mark III, 5D Mark IV. Et sur le R5, il n'y avait pas de raison qu'on ne l'ait pas là-dessus. C'est pas une raison de prix quand même. Donc ça, c'est quand même très ennuyeux. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses? Pas qui viennent en tête. Je t'avouerai que, est-ce que cet appareil-là, je vais le garder? Alors, eh bien oui, je vais le garder. Je vais le garder cet appareil-là parce que il me permet de m'amuser, il va permettre à ma fille de s'amuser. Il fonctionne très bien. J'aime les performances qu'il peut avoir, aussi bien la mise au point, la gestion du bruit aussi est tout à fait convenable. Et je t'avouerai que lors de mes mariages, je loue toujours un appareil, soit un R5, soit un R6, ça dépend de la disponibilité. Et c'est un appareil dont je ne me sers pas. C'est un appareil qui reste dans le sac tout le week-end. Je l'ai avec moi sur place, mais je ne l'utilise pas. C'est vraiment au cas de secours, au cas où mon appareil ne fonctionne plus. Eh bien, je t'avouerai, vu les performances de cet appareil-là, vu que j'ai 32 mégapixels, eh bien, j'ai aucun souci à arrêter de louer un R5 ou un R6 en tant qu'appareil de secours et avoir ça dans mon sac et le sortir au cas où. En 2 ans, d'ailleurs, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir besoin d'un appareil de secours. Donc, c'est comme une roue de secours, hein. On peut rouler des années, des dizaines d'années. J'ai une roue de secours, je ne l'ai jamais changée. J'ai ma Kia Sportage, je l'ai achetée en 2012. Je n'ai jamais crevé, je n'ai jamais eu besoin de changer ma roue. Donc j'ai une roue qui pèse lourd et qui est dans la voiture. Voilà. On en a besoin au cas où. Donc au cas où, effectivement, j'aurais pas de souci à utiliser ça parce que 32 mégapixels, la gestion des ISO, ça m'ira amplement pour ce que je fais. C'est pas la panacée, parce que je préfère avoir un R5 dans les mains. Même le R6 aurait tendance des fois à m'ennuyer un peu. Mais absolument pas de souci, ça serait du même niveau. Donc pour ça, je vais le garder. Alors, c'est vrai que je te disais tout à l'heure que beaucoup ont cru que c'était le remplaçant du 7D Mark II. Et ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, parce que le 7D Mark II, c'était le haut de gamme de ce qui pouvait sortir en APS-C. Là, moi, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont effectivement sortir un prochain APS-C qui sera haut de gamme. Je ne pense pas forcément que ce soit le prochain. Je pense que le prochain appareil, je crois qu'il y a un appareil qui va sortir d'ici la fin de l'année, ou du moins être annoncé. Hein. Après, entre le moment où il est annoncé et le moment où il est dans les mains, c'est autre chose. Mais je pense que ça sera un autre APS-C, un APS-C moins cher, plus simpliste que ça. Mais je pense effectivement que dans 1 an, ou dans 2 ans, il y aura un autre APS-C qui sera plus performant, où on aura peut-être le capteur qui est dans le R3 à l'heure actuelle. Et rien que ça, je pense que ça changerait énormément de choses. Un appareil où on va retrouver la molette là où elle devrait être, un appareil où on va avoir le bouton, la molette des ISO, comme là où elle devrait être, et quand le jour viendra, à ce moment-là, eh bien, je considérerais effectivement revendre ça pour pouvoir acheter ce modèle-là. Mais en attendant, eh bien, je suis très content et j'ai hâte. Je vais le prendre effectivement en France. Donc ceux qui participent au stage vont pouvoir l'occasion de l'avoir entre les mains s'ils le souhaitent. Et puis, je vais voir ce que ça va donner au mois d'octobre quand je vais aller photographier les serres dans les Highlands lors du Bram. Et c'est de voir mon expérience par rapport à celle que j'ai pu avoir l'année dernière avec le R5 et le 100 500. Voilà.
Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolé, c'est une vidéo qui fait 1h23. J'avais essayé de faire une vidéo plus concise, mais je ne peux pas avec toutes ces informations. J'espère en tout cas que tu as apprécié. Si tu as apprécié, mets-moi un pouce. N'oublie pas de t'abonner si tu t'abonnes. Mets-moi un commentaire si tu as le R7, si tu l'as commandé, si t'intéresse pas. Si t'intéresse pas, pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Bien sûr, je m'adresse aux canonistes en particulier. Mais si tu as le R3, est-ce que tu en es satisfait? Qu'est-ce que tu penses du R7 par rapport à ça? Si tu fais de l'animalier, est-ce que c'est un appareil qui t'intéresserait? Si tu as le R7 mais tu ne fais pas d'animalier ni de sport, parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé de sport, mais si tu fais du sport, est-ce que c'est un appareil qui t'intéresse? Et si tu ne fais ni l'un ni l'autre, est-ce que c'est un appareil qui t'intéresse quand même? Voilà, exprime-toi, mets-moi tout ça dans un commentaire, j'ai hâte de savoir ce que tu penses. En attendant, la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le, que ce soit avec un plein format, un APS-C, un mirrorless, un DSLR, ce que tu veux. Cheers!